Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Ce soir, une édition spéciale. Nous parlerons des élections présidentielles, bien sûr, des résultats. Nous décortiquerons les votes, notamment les votes en Guadeloupe, donc premier tour, deuxième tour, avec quelqu'un que vous connaissez bien, Pierre-Yves Chicot, qui est maître de conférence à l'Université des Antilles, mais il est aussi avocat au barreau de la Guadeloupe. Pierre-Yves Chicot, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yves-Lise, merci pour votre invitation. Voilà donc, c'est vrai que les Guadeloupéens redemandent encore et encore à comprendre vraiment ces votes. Ceux qui ont voté sont sûrs de ce qu'ils ont fait, puisqu'ils le disent. Hein. Ils n'ont pas peur de dire, voilà, nous on a voté Mélenchon, on a voté Marine Le Pen. Alors, les Guadeloupéens ont voté au premier tour à l'extrême gauche, on va dire. Au deuxième tour, à l'extrême droite. Y a-t-il une cohérence dans tout cela ? Oui, la cohérence, elle est parfaite, même si cette première réponse aussi brutale pourrait faire éructer plus d'un. Il y a une cohérence qui est parfaite. Et ce que je voudrais dire, avant de répondre à votre question, Yves-Lise, c'est d'expliquer aux gens, encore une fois, que lorsque des personnes comme nous prenons la parole pour expliquer, pour exposer, pour décortiquer, pour analyser, nous tentons le plus possible de convoquer l'objectivité. Un universitaire, c'est un scientifique. C'est quelqu'un qui, évidemment, a une position personnelle. Mais lorsqu'on lui fait le bonheur, la grâce, la faveur, le privilège de venir s'exprimer sur un plateau de télévision pour expliquer les choses, il doit mettre de côté son sentiment personnel pour privilégier ce que nous appelons dans notre langage une approche scientifique. Et qu'est-ce que nous enseigne l'approche scientifique entre le fait que les Guadeloupéens, au premier tour, vont voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui, dans la catégorie et dans la classification de ce qui existe sur l'échiquier politique français, on appelle l'extrême gauche, et le dimanche d'après, vont voter massivement pour Marine Le Pen, constitue sur l'extrême droite de l'échiquier politique français. Et en fait, la cohérence se trouve dans la convergence programmatique qu'il y a entre ce que proposait Jean-Luc Mélenchon et ce que proposait Marine Le Pen. Ce sont deux individus différents, avec une idéologie différente, mais qui vont se rencontrer à un moment donné sur des thématiques qui concernent les préoccupations premières des Guadeloupéens. Et quelles sont ces thématiques ? Au-delà du fait que ces deux individus se soient déplacés physiquement en Guadeloupe, aient pris le temps d'écouter les gens, aient pris le temps de prendre la parole, d'expliquer leur programme et d'expliquer leur prise de position. Et ce qui est revenu, je vais citer que simplement deux thématiques qui constituent des priorités particulières pour les Guadeloupéens, c'est ce qu'on appelle de manière courante aujourd'hui le pouvoir d'achat, mais que je refuse de considérer simplement comme une réclamation d'acheter plus, mais j'entends désormais, quand on dit pouvoir d'achat, la volonté légitime pour un père guadeloupéen, pour une mère guadeloupéenne, pour des familles guadeloupéennes, de vivre décemment. C'est la revendication de vivre décemment. C'est-à-dire d'avoir un salaire, d'avoir une dignité par le travail, mais que ce salaire-là puisse être en capacité de permettre de s'alimenter, de se loger, de se soigner et le cas échéant, de pouvoir bénéficier d'un loisir. Et ces deux individus-là, ces deux candidats-là, ont compris qu'il fallait faire campagne sur cette préoccupation essentielle. Et puis, qui est une préoccupation guadeloupéenne, mais qui est une préoccupation beaucoup plus générale à l'échelle de la communauté nationale. Alors, certains disent que ce sont des populistes finis. Alors, je vais employer une expression en français et une expression en créole. L'expression en français, c'est « on n'attire pas les mouches avec du vinaigre ». Et chez nous, on dit « faut ba mouna sa mouna aimé pour mouna aimé ». Et donc, quand on va en campagne pour séduire les gens. On va en campagne pour populariser son discours. On va en campagne pour conquérir le pouvoir politique et exercer le pouvoir politique. Et donc, si on reproche à quelqu'un
qui a envie de conquérir le pouvoir politique. Et j'avais entendu à l'occasion des élections municipales, des dernières élections municipales, un maire désormais en exercice, dont je ne nommerai pas le nom, qui a dit quelque chose de très vrai. Quand tout le monde fait campagne, en politique, il n'y a pas qu'à soustraire, il n'y a qu'à additionner. Donc on ne peut pas reprocher à ces gens-là, dans la stratégie de campagne qu'ils ont mis en place, de vouloir mettre en œuvre des thématiques qui concernent la préoccupation des Guadeloupéens. Et la question du pouvoir d'achat, qui a fait l'objet d'un grand mouvement en 2009 avec le LKP, continue encore, 13 ans plus tard, à être une préoccupation non pas simplement guadeloupéenne, mais une préoccupation nationale. Et puis il y a une thématique qui est la thématique de l'eau, qui constitue une ancienne chez nous, qui nous fait presque honte de savoir qu'en 2022, des Guadeloupéens n'ont pas d'eau dans leur robinet et qu'il y a des candidats qui briguent la magistrature suprême, c'est-à-dire devenir présidente ou président de la République, et qui vont venir en Guadeloupe et parler de la thématique de l'eau, du fait qu'il n'y a pas une alimentation en eau potable qui soit courante chez nous. Voilà. Donc ce sont des personnes qui ont eu à cœur, dans leur stratégie politique, de mettre en avant des thématiques qui concernent les Guadeloupéens. Alors on peut appeler ça populisme, moi j'appelle ça de la stratégie politique pour tenter de conquérir un maximum de voix. Le fait est, les faits sont têtus, c'est que ces deux personnes-là, en dépit du fait qu'ils soient situés à des camps opposés aux antipodes sur l'échiquier politique, sont les deux qui ont recueilli le plus de votes et de suffrages de la part des Guadeloupéens. Alors, est-ce que les Guadeloupéens se sont arrêtés sur les programmes des candidats pour voter Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen? Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui a fait la différence? Ils ont extirpé les deux points dont vous nous parlez et ils se sont dit, voilà les candidats qui sont au plus près de nos préoccupations. Oui, tout à fait. On peut prendre l'exemple d'Emmanuel Macron qui, par exemple, ne s'est pas déplacé chez nous pour faire campagne à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, ni à l'occasion du deuxième tour. Madame Pécresse est venue, Madame Hidalgo sont venues, mais sont restées très peu de temps. Et encore une fois, on peut remarquer que les deux personnes qui sont restées le plus de temps, qui ont donné le sentiment qu'ils pouvaient manifester une écoute qualitative, ce sont les deux personnes dont on parle ce soir. Donc je pense qu'effectivement, ils ont extirpé de ce programme ce qu'ils voulaient entendre, mais on ne peut pas non plus perdre de vue que les Guadeloupéens ont voulu aussi exprimer quelque chose qui va au-delà du contenu programmatique. Et ce qu'ils ont voulu exprimer, c'est le fait qu'ils ont voulu dire à ce président de la République renouvelé, réélu, que l'indifférence dont tu as fait preuve à notre endroit, nous décidons de faire preuve de la même indifférence à ton endroit et par le bulletin de vote. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas guadeloupéen, c'est qu'on se rappelle qu'en 2017, il y a eu un grand mouvement populaire en Guyane, comme il y a eu le mouvement du LKP en 2009 et 2017, des dizaines de milliers de Guyanais défilent dans la rue pour demander à ce que l'État assume ses responsabilités en matière de service public de l'éducation nationale, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas encore scolarisés en Guyane, en matière de sécurité, de service public en matière de sécurité, de service public en matière de santé. Il y a ce qu'on appelle les accords de Guyane qui sont finalement signés. Mais lorsque le président de la République prend la parole pour s'exprimer sur ce mouvement de 2017, souvenons-nous ce qu'il avait dit, le président de la République n'est pas un Père Noël. Oui. Et donc, quand vous avez une partie de la communauté nationale qui réclame à l'État d'assumer ses responsabilités et qu'un président de la République, c'est-à-dire celui qui occupe la plus haute fonction politique, répond à une partie de la communauté nationale, singulièrement les Guyanais, le président de la République n'est pas un Père Noël, on peut comprendre que 5 années plus tard, on ait envie de lui remettre la monnaie de sa pièce. L'exemple en Guadeloupe que j'ai gardé en mémoire, c'est lorsque Emmanuel Macron prend le pouvoir et que François Hollande avait accepté, et en particulier parce qu'il y a beaucoup de socialistes ici, et c'est aussi une ligne de pensée du Parti socialiste, que là où il y a du chômage, on peut mettre en place ce qu'on appelle des contrats aidés. C'est-à-dire qu'on va considérer que la puissance publique, l'État, les collectivités territoriales peuvent financer des emplois. Il se trouve que l'idéologie libérale portée par le président de la République, on ne lui en fait pas grief, c'est son idéologie, qui considère
que pour régler le problème du chômage, il ne faut pas que la puissance publique intervienne et qu'il faut supprimer les emplois aidés. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est une méconnaissance totale de notre pays, puisque la Guadeloupe, c'est 27% de chômage. Et à partir du moment où on peut trouver des solutions pour sortir les gens de l'oisiveté et leur permettre de travailler même quelques heures, c'est déjà bien heureux. Et il ne l'a pas compris. Les élus guadeloupéens l'ont supplié. Tous les élus guadeloupéens l'ont supplié pour qu'on puisse conserver les contrats aidés. Les contrats aidés n'ont pas été conservés. Et à partir du moment où les gens ne sont pas occupés, c'est la fameuse formule qu'on connaît tous, l'oisiveté est mère de tous les vices. Et les gens ne réclament pas d'être des mendiants et de vivre simplement des prestations sociales, mais ils veulent la dignité par le travail. Donc il y a un certain nombre d'erreurs fondamentales qui ont été commises, et je ne parle même pas de la crise sanitaire, parce qu'on a tendance à vouloir expliquer ce qui s'est passé au premier tour et particulièrement au deuxième tour, autour du vaccin. Il n'y a pas que la question du vaccin, c'est la question du choix de société que propose ce président de la République qui ne convient pas aux Guadeloupéens. C'est-à-dire qu'il a une idéologie qui est une idéologie libérale, c'est-à-dire où l'État doit être en recul, où la puissance publique doit être en recul, et vous verrez qu'à l'occasion du prochain quinquennat, c'est un de ces éléments de cette idéologie qui va être mis en place, on pourra en parler plus tard, et qui va continuer à indisposer les Guadeloupéens. Alors, est-ce qu'on peut rapidement, et puis on reviendra sur le plan local, est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage entre le vote outre-mer et le vote dans l'Hexagone, puisqu'on a vu qu'Emmanuel Macron est sorti en tête, on a vu les points qu'il a pu récupérer par rapport à Marine Le Pen. Donc, pourquoi ce décalage? Est-ce que les réalités ne sont pas les mêmes? Et qu'est-ce qui différencie nos territoires d'avec l'Hexagone? Alors, les réalités ne sont pas les mêmes, même si, par exemple, on peut faire une comparaison entre ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais et ce qui s'est passé en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, et à Mayotte, par exemple. C'est-à-dire que dans le Pas-de-Calais, Marine Le Pen a été triomphalement encensée par le nombre de bulletins de vote qui ont été mis dans les urnes en sa faveur. Donc, il y a des éléments de convergence entre des territoires comme les nôtres, des pays comme les nôtres, et ce qui a pu se passer dans certaines régions françaises. Mais des petites régions. Comment? On va voir des petites régions. Oui. Mais on peut quand même établir des éléments de convergence, même si ce n'est pas significatif. Mais pour rester sur le particulier, je l'ai déjà exposé, c'est comment dirais-je, c'est cette absence de compatibilité qu'il y a entre le messélabétique guadeloupéen et le style d'Emmanuel Macron. Comme je disais à un journaliste de Mediapart, Julien Sartre, c'est que pour le Guadeloupéen, c'est un président de la République qui, dans son style de communication, a fait gauche. Chez nous, on peut faire gauche, mais on n'attend pas d'un président de la République quand il explique sa politique, quand il communique et qu'il s'adresse à ceux qui l'ont porté à ce niveau du pouvoir, en leur parlant sempiternellement qu'a fait gauche, ou en employant un langage qui va confiner à une certaine arrogance. Et donc je pense que le style de communication n'a pas plu. Et j'ai déjà parlé aussi du contenu de la politique économique qui est caractérisé par un recul de la puissance publique et de l'intervention dans l'économie. Et puis, l'autre élément qui est aussi qui est déterminant, mais qui pour moi n'est pas forcément proéminent, c'est la question de la crise sanitaire. Et je suis en train de conduire une réflexion sur la question du corps. Comment le corps, dans nos sociétés, est considéré? Alors, souvent, et parfois quasi systématiquement, pour expliquer les comportements d'aujourd'hui, on fait référence à l'esclavage. Alors, j'ai dit aussi à ce journaliste de Mediapart, et je l'ai répété au journaliste du journal Le Monde qui m'a interrogé hier, que les Guadeloupéens, en m'appuyant sur le référentiel de la période esclavagiste, le Guadeloupéen a brûlé la maison du maître Macron par son bulletin de vote, de manière symbolique.
Et en fait, sur la question vaccinale, étant donné que les Guadeloupéens ont été méprisés en France hexagonale parce qu'ils avaient une certaine récalcitrance, un caractère rétif à se voir administrer le vaccin, on nous a dit que nous étions des praticiens de vaudou. Enfin, toute espèce de mépris qui n'est pas besoin de reprendre ici. Et le même mépris qui a été asséné aux Guadeloupéens pour le vaccin, ce sont exactement les mêmes mépris qui sont assénés par des gens de l'Hexagone aux Guadeloupéens en raison de leur vote au premier tour et surtout au second tour. Quand on lit Le Monde, vous l'avez cité, Absolument. les commentaires sur Le Monde, il y a de tout, donnez-leur leur indépendance, ils sont en train de nous faire, je ne vais pas dire le mot, enfin, il y avait de tout pour dire que les Guadeloupéens, en tout cas les territoires d'outre-mer, nous embêtent. Et on n'a qu'à les lâcher, on n'a qu'à les laisser à leur truc, ce sont des cons, etc. Donc des propos très forts qui ont été publiés par Le Monde après, justement, après l'explication du vote des Outre-mer. Tout à fait. Et ce qui peut être, bon, alors chacun a le droit de s'exprimer évidemment, mais ce qui peut être interpellatif, c'est que vous avez des Guadeloupéens qui s'associent à ces conspuations de mépris, peut-être qu'en disant conspuation, je fais un néologisme, et c'est pour ça que je dis que les universitaires, nous ne sommes pas des maîtres à penser, mais notre rôle, le rôle de maçon, c'est d'assembler des parpaings, de construire des édifices. Le charpentier a son rôle, le cordonnier a son rôle. Le rôle de l'universitaire dans les sciences humaines, juriste, économiste, anthropologue, sociologue, c'est de décrypter le complexe, de sortir de l'émotionnel pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce qui est complexe. Pas forcément compliqué, complexe. Et alors, il y a eu des éléments de mépris de la part, évidemment, de gens qu'on peut considérer comme des ignares. Et il faut assumer ça, ce sont des ignares. Mais vous avez d'autres personnes, il y a une vidéo qui est en train de circuler à l'occasion d'une émission d'Europe 1 où vous avez quelqu'un qui est un analyste de très bon niveau, qui s'appelle Jérôme Jaffré, un sociologue aussi de très bon niveau, qui s'appelle Michel Vivorca. Et au micro d'Europe 1, ce sont deux spécialistes, des commentateurs de la vie publique en France, qui ont tenté d'expliquer le complexe de ce qui s'est passé dans les Outre-mer. Et par exemple, Jérôme Jaffré disait que ce qui s'est passé dans les Outre-mer précède ce qui peut se passer en France hexagonale. Et il disait la chose suivante, voilà ce qui peut se produire quand les colères s'agglomèrent. C'est-à-dire que quand les colères s'agglomèrent, eh bien, on ne fait plus de différence entre deux entités qui se trouvent aux antipodes de l'échiquier politique français. Alors, est-ce qu'on peut... Oui, alors... Oui. Et Michel Vivorca disait la chose suivante. Il disait que ce qui se passe dans les Outre-mer s'explique aussi par le scandale du chlordécone. Et pour parler à nouveau et expliquer pourquoi le président de la République réélu a été aussi rejeté, j'expliquais à une journaliste de France 2 cet après-midi que vous avez des gens en Guadeloupe, en Martinique, qui meurent par plusieurs centaines, certainement. Je ne connais pas les statistiques précises, mais qui meurent du cancer de la prostate en raison du chlordécone. Vous avez des mères de famille en Guadeloupe et en Martinique. C'est-à-dire que la première fois que vous donnez la vie et que vous donnez le sein maternel à votre enfant, le lait maternel est affecté par le chlordécone. Et vous avez un président de la République qui vous déclare à la face des Guadeloupéens et des Martiniquais, il n'est pas prouvé que le chlordécone est à l'origine des cancers. C'est une faute politique. Et vous ne pouvez pas demander à un Guadeloupéen et un Martiniquais, au moment où il a l'occasion de brûler la maison du maître, de ne pas brûler la maison du maître. Et je répète encore une fois de façon symbolique, il y a des paroles et des actes qui ont été posés par le président de la République réélu, il faut qu'il entende, qui a poussé les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, je parle des 3 pays français d'Amérique, qui ont poussé les électeurs à vouloir brûler symboliquement la maison du maître. Et donc pendant 5 ans, il y a eu une forme d'impatience, je pense, à vouloir lui régler son compte au bout d'un moment.
Alors, est-ce que, et là, on va essayer d'approfondir, puisqu'on parle d'extrême droite, d'extrême gauche. Alors, première question là-dessus, les Guadeloupéens ont-ils eu tort de voter Marine Le Pen? Alors, ça, Yvelise, c'est une question à laquelle j'aurais du mal à répondre, parce que ça voudrait dire que je sortirais de mon rôle d'analyste. Je ne peux pas porter un jugement de valeur sur le fait qu'un citoyen électeur ait la liberté de voter pour qui il veut. Et c'est ça la liberté. Alors on peut critiquer un vote, mais en tout cas, l'analyste que je suis ne peut pas dire c'est bien ou c'est pas bien d'avoir voté ainsi. Moi, ce que je constate, c'est le fait que des Guadeloupéens aient voté aussi massivement pour quelqu'un dont la tradition du parti est héritée d'un certain nombre de thèses qui ne correspondent pas à ce que nous sommes, c'est que ça veut dire quelque chose. Nous ne sommes pas devenus à l'unisson des fous, nous ne sommes pas devenus à l'unisson des détraqués. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus dans une société qui devient de moins en moins démocratique. Alors, il se trouve que depuis quelques années, je travaille avec l'Université de France Télévisions depuis 15 ans. Et en travaillant avec l'Université de France Télévisions, je forme des journalistes de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane. Peut-être pas assez fréquents, parce que ce sont des moments d'émulation intellectuelle que nous passons. Et à l'occasion de la formation des journalistes de France Télévisions, Guadeloupe Première et Martinique Première, cette année, la thématique de mon intervention en guise de formation, c'était la question de la post-démocratie. Comment, dans la société, une société qu'on a connue très démocratique, que cette démocratie est en train de s'étioler au fur et à mesure. C'est-à-dire que le citoyen a de moins en moins le droit de citer, a de moins en moins le droit à la parole. Et regardez ce qui s'est passé comme enjeu dans le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est que vous aviez d'un côté un Emmanuel Macron qui est plutôt rétif au référendum, c'est-à-dire le fait de convoquer l'ensemble de la communauté nationale pour se prononcer sur une question cruciale qui concerne la nation, et Marine Le Pen qui disait, alors je ne sais pas si elle avait été présidente, si elle l'aurait fait, en tout cas je m'en tiens à un discours qui faisait l'apologie, comme le général de Gaulle, du référendum. Ça fait combien de temps en France qu'on n'a pas convoqué un référendum sur des enjeux cruciaux? Depuis la loi du 6 février 92, tous les maires de France ont la possibilité de faire ce qu'on appelle des référendums d'initiative locale. Qui le fait? Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, le président du conseil régional, le président du conseil départemental a la possibilité de convoquer la population guadeloupéenne pour les consulter sur des grandes questions qui ont un enjeu crucial pour la population. Et la question du référendum national ou d'initiative locale, c'est la possibilité de redonner de la verdure à la démocratie en permettant aux citoyens de s'exprimer, non pas simplement au moment d'une consultation électorale où il va exprimer une colère, comme ça s'est passé au deuxième tour, mais à l'intérieur de la période de la mandature. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une forme de cynisme dans l'exercice du pouvoir politique. C'est-à-dire, à partir du moment où on se l'est approprié, le peuple ne compte plus. Moi, j'ai déjà entendu des gens en Guadeloupe dire « ce n'est pas le peuple qui doit décider ». J'ai déjà entendu des gens dire ça en Guadeloupe, qu'il n'appartient pas... Les élus ? Je n'irai pas plus loin. Il n'appartient pas au peuple de décider. Et c'est ce qui est au goût du jour aujourd'hui. C'est-à-dire que l'élection présidentielle, depuis quelques années, c'est qu'on ne vote pas pour un candidat, on vote contre un candidat. Et dans le cas du deuxième tour de l'élection présidentielle en Guadeloupe, on peut totalement et valablement considérer que les Guadeloupéens n'ont pas forcément voté pour Marine Le Pen. Ils ont voté contre Emmanuel Macron. Et ça peut aussi, quand on veut bien appréhender le complexe, l'expliquer de cette manière-là. Et en France, en particulier, vous voyez que la démocratie est en train de s'étioler. Le mouvement des Gilets jaunes. Ce que les gens réclament, c'est par exemple le référendum d'initiative où le peuple peut s'exprimer entre deux consultations électorale d'importance, de grande importance. Et là, un des enjeux de la société française, et pas simplement chez nous, c'est l'enjeu démocratique. Et cette idée de l'enjeu démocratique est portée, comme
comme par hasard par ce qu'on appelle les deux extrêmes de l'échiquier politique, c'est-à-dire la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national de Marine Le Pen. Alors justement, qu'est-ce qu'un parti d'extrême droite? Parce qu'on a entendu, oui, on vote à l'extrême droite, mais c'est quoi un parti d'extrême droite? Alors, l'extrême droite, on va considérer, pour être simple, et la question que vous posez est intéressante parce que quand on parle de l'extrême droite, on s'en arrête. Et c'est aussi vrai sur les questions de xénophobie, sur les questions de racisme, les questions de ségrégation et d'autres thématiques encore. Mais originellement, la question de l'extrémisme de droite, ce sont des partis politiques qui vont vouloir porter atteinte à la République, à l'existence même de la République française telle qu'elle existe aujourd'hui. Et cet après-midi, petit moment de pause, j'ai lu un papier d'un politologue dans Marianne qui posait la question de la crédibilité du Front républicain. Et ça, c'est une vraie question. C'est pendant toute la durée d'une mandature présidentielle, législative, le Rassemblement national est invité sur les plateaux de télévision. LFI, invité sur les plateaux de télévision. Jean-Luc Mélenchon est un super invité des médias en France et les gens du Rassemblement national également. On les retrouve sur tous les plateaux de télévision. On les interroge, ils participent au débat, ils rigolent avec les commentateurs, etc. Et au moment où on est en campagne électorale, on pose la question de la dangerosité de ces partis. Parce que si Jean-Luc Mélenchon était arrivé au deuxième tour à la place de Marine Le Pen, le traitement qui a été réservé en termes d'argumentaire pour dissuader les électeurs vis-à-vis de l'extrême droite, c'est aussi le même argumentaire qui aurait été utilisé contre Jean-Luc Mélenchon. Limite, on aurait dit, c'est-à-dire que par exemple, l'argument sur le soutien à Vladimir Poutine aurait été aussi opposé à Jean-Luc Mélenchon. Et donc, c'est la question du parti qui va porter atteinte à l'existence même de la République. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de gens disent, mais si c'est un parti qui est dangereux pour la République, il faut l'interdire, comme Génération Identitaire. Vous avez un groupuscule extrémiste, particulièrement raciste, qui s'appelle Génération Identitaire, qui considère que, pour aller vite, que la France a pour peuple un peuple historique qui est de couleur blanche. Et c'est un groupuscule qui a été dissous par le ministre de l'Intérieur, qui est jusque-là en exercice, qui s'appelle Gérard Darmanin. Et ce qu'on observe, et c'est ce que vous disent les Guadeloupéens quand vous discutez avec eux, c'est pour ça que je dis à certains amis, quand ils sont dans l'anathème systématique, je leur dis, descends dans peuple là, pour que le bon sens populaire explique pour qui bitin fait ça. Et quand on descend dans peuple là, les gens vous disent ça, ils disent pas à comprendre. Pourquoi dis-moi pas voter bail et yo ka permettre de présenter aux élections? Démontrez-moi que j'ai dangereux. Si vous ne voulez pas voter bail, que yo vote. Et ce sont des arguments qu'on ne peut pas ne pas entendre. Vous ne pouvez pas donner à quelqu'un le choix de pouvoir voter pour quelqu'un. Vous mettez là une mangue pomme, un mango bœuf, un mango fil. Et là, il prend un mango fil là, qu'on préfère là, ou qu'on pas préférer là, on dit, mais pourquoi pas un mango fil là, alors qu'on proposait 3 mangos. Et c'est quand vous descendez dans le peuple, dans comment les gens raisonnent, qu'on comprend un certain nombre de choses. Et si je venais vous faire des explications sur ce plateau en vous récitant mes livres que j'ai appris à l'université, j'aurais tout faux. Et c'est ce que j'ai compris en allant faire des conférences en Guadeloupe. En 2014, j'ai fait près de 30 conférences en Guadeloupe. Mon fils sous le bras, pour aller expliquer dans toutes les communes de Guadeloupe ce que c'est que l'intercommunalité qui devenait obligatoire et qui faisait peur aux Guadeloupéens. Et dans toutes les communes, les gens me disaient, pratiquement à l'unisson, mais monsieur Chicot, avec cette intercommunalité, si c'est réalisé, que deviendra notre maire, hormis marier les gens et enterrer les gens? Mais quand vous avez fait des dizaines d'études de droit, mais vous ne pensez pas à ça? Vous ne pensez pas à ça, qu'un citoyen peut vous dire que l'intercommunalité va tuer son maire et que son maire va être réduit à simplement marier les gens et enterrer les gens. Et c'est pour ça que... On leur a souvent dit aussi que le maire perdra ses pouvoirs et au profit du président
de la communauté d'agglomération, absolument. Bien et c'est sûr. très exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, voyez-vous, moi, j'aime ce contact avec ces gens-là qui me permettent de raisonner différemment. Alors, chacun corrige l'autre. Si un cas font erreur, il peut corriger moi, mais si un cas font erreur aussi, on peut corriger yo. Mais on est dans une altérité où j'écoute le cœur des gens, mais je ne me suis pas une espèce d'universitaire savant qui connaît tout et qui va me dire et je vais me dire que face à moi, j'ai des imbéciles, des ignorants, des gens qui ne savent pas s'exprimer en français. Et j'aime beaucoup cette phrase en créole de notre philosophie guadeloupéenne, parler français, pas veut dire l'esprit. Et donc il faut respecter le bon sens populaire, il faut respecter le raisonnement des gens et tenter de comprendre pourquoi il y a tel ou tel comportement. Alors si par exemple vous décidez de faire un référendum sur la transformation institutionnelle ou statutaire et que, disons l'année prochaine ou dans 2 ans, ce qui va devenir difficile compte tenu de ce qui s'est passé, et que les gens vous disent non, je veux que la Guadeloupe reste un département, on va dire que oui, ce sont des réactionnaires. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Est-ce qu'on peut valablement dire que le Rassemblement national est un parti raciste? Est-ce qu'on peut dire cela vraiment? Et est-ce que, justement, c'est le seul parti à être raciste, puisqu'on taxe le Rassemblement national de raciste? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut valablement dire que c'est le parti raciste et qu'ailleurs, il n'y a pas de racisme? Comment aborder cette question? Puisque ce qui revient, c'est qu'on a fait une entorse à l'histoire en votant Marine Le Pen au second tour et que les ancêtres sont en train de se retourner dans la tombe par rapport à cela. Alors moi, je vous dis franchement, et j'assume ce que je dis, et j'ai l'habitude d'assumer ce que je dis, avec tout ce que j'entends, et le mépris, et je dis, parfois c'est méprisant, le mépris qui est asséné aux Guadeloupéens, c'est que... Par les Guadeloupéens? Oui, par les Guadeloupéens en particulier, je ne parle pas des gens de l'extérieur qui nous connaissent moins. C'est que je me dis que ces gens-là ont l'indignation sélective. Ils ont l'indignation sélective. Pourquoi? Parce que le deuxième tour de l'élection présidentielle s'est déroulé sur le fond du scandale politico-financier de la CASBT. Un déficit abyssal, de plus de 80 millions d'euros. Quand vous savez que quelqu'un qui est éligible au RSA, c'est 400 euros. Alors vous pensez valablement, je reprends votre expression valablement, vous pensez valablement qu'un Guadeloupéen est insensible au fait que l'argent public soit dilapidé de cette manière-là, au profit simplement de quelques-uns? Où sont ces gens-là pour s'indigner face à la dilapidation de l'argent public? Ce qui fait que notre pays est appauvri, est un pays sous-développé, est un pays pauvre. Parce qu'on voit des Porsche Cayenne en Guadeloupe, parce qu'on voit des 4x4 en Guadeloupe, des gens avec des SUV, on pense que la Guadeloupe est un pays développé, la Guadeloupe est un pays industrialisé. Eh bien, il faut regarder les indicateurs. Il faut aller pousser la porte des gens dans les quartiers populaires pour voir à quel point la pauvreté ronge des familles. Et donc, quand nous sommes chargés d'indignation, il ne faut pas que nous ayons l'indignation sélective. Et ce que j'ai envie de dire aussi, et que je disais lundi matin avec des trémolos dans la voix au micro de vos confrères d'RCI, c'est que quand on allume le poste de radio le lundi matin, combien de jeunes se sont entretués par arme à feu? Et à quel moment ces gens-là s'indignent de ce qui se passe dans notre pays lorsque les jeunes des quartiers populaires, par exemple de Washington à Pointe-à-Pitre, s'entretuent entre eux? Ça ne les touche pas parce qu'ils sont drapés dans l'aisance de leur petite bourgeoisie. Mais quand il s'agit d'anathémiser et de se muer en personnes qui sont des sachants, comment un Guadeloupéen ne peut pas comprendre qu'on porte atteinte à l'histoire? Il faut être pragmatique. Parce que lorsque quelqu'un a du mal à joindre les deux bouts, et quelqu'un vous dit t'es qu'à rester mon petit 100 affaires, moi t'es mêlé, et t'es qu'à rester mon petit 100 euros si on compte, allez chercher. Allez lui opposer l'argumentaire de l'esclavage, même si, évidemment, il n'est pas ingrat
vis-à-vis du combat qui a été mené par les nègres marrons. Et on a tendance un peu à tout mélanger. Alors, sur la question que vous posez, parce qu'il ne faut pas s'éloigner, ce que j'observe, c'est que avant le Rassemblement national, il y avait le Front national qui exprimait de façon ouverte son idéologie raciste et xénophobe. Force est de constater que l'origine du Rassemblement national, c'est le Front national. Mais ce parti politique a compris que pour ratisser le plus large possible, pour ratisser le plus large possible, il fallait rentrer dans ce qu'on a appelé un processus de dédiabolisation. C'est-à-dire abandonner un certain nombre de prises de position qui faisaient que le parti ne pouvait pas dépasser un certain plafond de verre. Ce n'est pas par hasard que la présidente du Rassemblement national a obtenu 42% des suffrages, parce que c'est un parti qui fait beaucoup moins peur aujourd'hui. Et au-delà de la question du racisme et de la xénophobie, c'est aussi un parti qui a fait exactement la même mutation que Jacques Chirac. À un moment donné, on a expliqué à Jacques Chirac, si tu veux devenir président de la République, il faut que tu deviennes un intégrationniste européen. Il faut que tu puisses déclarer ta flamme à la construction européenne telle qu'elle est. Parce que le gaullisme chiracien, c'est une idéologie politique qui n'était pas en accord avec la construction européenne telle qu'elle est construite. Lorsqu'on observe le discours politique, là je suis dans l'analyse et le décortiquage. Quand vous observez la prise de position du Rassemblement national, à l'époque, Marine Le Pen était conseillée par Florian Philippot, qui est contre la construction européenne. Marine Le Pen disait, on va revenir au franc et on va sortir de l'Europe, le Frexit. En 2022, elle a complètement changé son fusil d'épaule. Elle est devenue une maastrichtienne, comme le dit le philosophe Michel Onfray. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que dit Michel Onfray, parce qu'il est souvent dans une espèce d'instabilité de l'esprit, mais elle est devenue une maastrichtienne, c'est-à-dire qu'elle accepte l'euro, elle accepte l'intégration de la France à l'Union européenne, et vous avez, dans le cadre de la construction européenne, ce qu'on appelle la déclaration de Copenhague. C'est-à-dire que pour faire partie de l'Union européenne, il faut être situé en Europe, il faut être d'accord avec l'économie libérale et il faut accepter le système démocratique. Donc, à partir du moment où le Rassemblement national décide de dire « nous tournons le dos à vouloir retourner au franc et nous tournons le dos au fait que nous voulons que la France sorte de l'Union européenne », elle est rentrée, le Rassemblement national rentre dans le game, comme disent les jeunes, des partis politiques en France qui sont considérés typiquement républicains. Oui. Alors, le PS, le LR en Guadeloupe, on peut dire, et puis le GUSR, quel avenir aujourd'hui quand on regarde ce qui s'est passé? Alors, moi, j'établis un distinguo entre ce qui se passe sur le plan hexagonal et ce qui se passe sur le plan local. Si on fait, je prends l'exemple du Parti social, de la Fédération du Parti socialiste, si on fait un distinguo entre ce qui se passe, l'état de déliquescence du Parti socialiste en France hexagonale et le fait que le Parti socialiste en Guadeloupe continue quand même à avoir des députés, un sénateur à la tête de quelques municipalités, c'est quand même un parti qui reste vivant. Donc après, à charge pour eux, ils ont un nouveau secrétaire, un nouveau premier secrétaire, pour eux de tenter de garder cette verdeur, cette forme de dynamisme, je veux dire, parce qu'ils ont encore des élus. Et en ce qui concerne le GUSR, je pense qu'ils sont dans une situation difficile, conjoncturelle. Conjoncturelle, ça veut dire de façon périodique. Alors, moi, je n'ai pas envie de dire c'est fini pour eux, etc. Moi, je ne lis pas dans le mar de café, et ce serait faire de la prospective malheureuse. Mais la question est intéressante parce que c'est un parti qui va partir aux élections législatives. Pour ce qui est des élections sénatoriales, à mon avis, il n'y aura pas de problème. Parce qu'il suffira que le chef du parti dise « on vote pour celui-là », les élus locaux, le petit doigt sur la couture du pantalon, vont voter pour celui que le parti a désigné pour être sénateur, nouveau sénateur ou sénateur reconduit. Par contre, pour les élections législatives, je pense que ça va être compliqué, comme je le disais au micro de Thierry Fenderi hier, ça va être compliqué pour un candidat GUSR La République En Marche
allez expliquer aux Guadeloupéens aujourd'hui, parce que le feu n'est pas encore totalement éteint, d'aller expliquer aux Guadeloupéens aujourd'hui, je viens faire campagne et vous proposer de m'élire député parce que je veux servir la politique du président de la République qui vient d'être élu. Je n'imagine pas comment quelqu'un va vouloir conquérir le pouvoir politique et dire aujourd'hui, contrairement à 2017, où certains ont été élus sous la bannière de la République en marche parce qu'ils se sont précipités pour soutenir Macron, je ne vois pas comment aujourd'hui, compte tenu du crédit qu'il a perdu dans notre pays, quelqu'un allait faire campagne et penser qu'avec l'étiquette Macron sur son affiche ou sur un pins qui va coller sur sa poitrine, que ça va lui permettre de rapporter des voix. Alors justement, est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui portent l'étiquette Emmanuel Macron sont en difficulté et seront en difficulté pour les élections législatives du mois de juin? Ou est-ce qu'on peut s'attendre aussi à ne avoir des lepénistes et à avoir des mélenchonistes et oublier Emmanuel Macron le temps de cette élection? Alors, est-ce que ceux qui vont porter aussi ces étiquettes-là, quand ils seront élus, iront dans le sens de ce qu'ils ont dit à la population? Moi, je suis du côté de M. Mélenchon et j'y resterai. Est-ce qu'on peut croire à ce qui va se passer et en ceux qui vont se présenter? Parce qu'il y en a qui vont surfer sur la vague Bien sûr, Mélenchon évidemment. et la vague Le Pen. Oui, évidemment. Alors, ce sera plus compliqué de surfer sur la vague Le Pen, parce que je pense qu'il peut y avoir des réactions violentes, comme il y en a eu lorsque Marine Le Pen s'est déplacée en Guadeloupe récemment. Il risque d'y avoir des échauffourées, je pense. Parce que je pense que ceux-là même qui sont allés conspuer la dame lorsqu'elle est venue, le résultat du deuxième tour a été aussi pour eux une réponse particulièrement cinglante. Il ne faut pas passer ça, faut pas mettre ça sous le boisseau, c'est quelque chose qui relève de l'ordre du factuel. Par contre, la vague Mélenchon, oui. Mais alors, je vais dire ce que j'avais dit en 2017. Il ne faut pas cependant... en 2017, c'est toujours comme ça, hein, c'est ce qu'on appelle chez nous les dirigonflistes. C'est-à-dire, en 2017, c'est Macron qui avait le vent en poupe et qui avait été élu, et à la faveur aussi de suffrages importants de la part de Guadeloupéens. Tout le monde était macroniste. Bon. Tout le monde était en marche. Tout le monde était en marche, ouais, exactement. Et donc, et aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Par contre, je ne suis pas sûr non plus qu'un individu, sans qu'il n'ait les qualités attendues, va venir simplement avec un drapeau La France Insoumise et va croire qu'il va recueillir l'intégralité du suffrage des Guadeloupéens. Ce ne sera pas aussi simple. Et c'est pour ça que ces élections législatives sont plutôt difficiles à lire. Et tout n'est pas pour autant complètement perdu pour les députés sortants, même si d'une circonscription à l'autre, les choses sont très différentes. Mais si ces individus-là font campagne comme ils font campagne pour les élections locales, il y a des chances qu'ils soient élus. Alors, je reprends une expression qui a été utilisée par Georges Callis qui dit que ces élus-là peuvent utiliser leur réseau. C'est-à-dire que si c'est une campagne électorale qui se fait par le réseau, par le maillage des associations, par les ressources qu'on va utiliser, notamment la ressource financière, on peut avoir des résultats qui peuvent être des résultats classiques et qui vont venir contredire ce qui s'est passé au premier ou au deuxième tour. Parce qu'il ne faut pas croire non plus que parce qu'il y a eu un premier tour et un deuxième tour particulier de l'élection présidentielle, que ceux qui sont aux commandes des grandes collectivités, des communautés d'agglomération, des communes de Guadeloupe, ont décidé de mourir. Ce sont des gens qui vont se battre pied à pied pour conserver leur position de pouvoir. Alors, est-ce que la Guadeloupe aura prochainement de nouveaux leaders politiques, selon vous? J'ai un doute certain. Parce que je considère que ce qui s'est passé au premier tour de l'élection présidentielle et au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est pour ça que je répète encore une fois que les propos qui sont tenus sur les électeurs guadeloupéens sont durs,
il n'y a pas de raison pour nous à ne pas continuer à être fiers d'être Guadeloupéens en raison de ce qui s'est passé. Et l'émergence de nouveaux leaders politiques, je n'y crois pas trop parce que ça voudrait dire que l'électorat a été transformé d'un trait de plume, ce à quoi je ne crois pas. Et ça voudrait dire que les acteurs leaders politiques locaux accepteraient, surtout, ça me semble le point important, les actuels leaders politiques locaux accepteraient que d'autres les remplacent. Ça, je n'y crois absolument pas. Absolument pas. Alors, j'ai entendu un commentateur dire sur France 2, c'était un commentateur africain, qui disait « Le mal de la France, c'est qu'il n'a pas de leader. Il est à la recherche encore d'un leader. » Est-ce vrai? Oui, tout à fait. Moi, je suis très d'accord avec ça. Et à cette journaliste de France 2 cet après-midi, je faisais le distinguo entre les premiers présidents de la Ve République, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac. Et après Chirac, il y a une césure avec Nicolas Sarkozy qui fait un mandat, François Hollande qui fait un mandat, et pire, qui ne se représente pas, Emmanuel Macron qui arrive comme président de la République et qui n'a exercé comme seule responsabilité publique d'avoir occupé le poste de ministre des Finances. C'est-à-dire qu'on a porté à la tête de la France un individu qui n'avait jamais été maire, même pas d'une commune de 50 habitants, sans expérience politique. Et ça a aussi donné ce que ça a donné pendant ces 5 ans de mandature. Et ce qu'on a envie de dire, c'est que s'il n'endosse pas la posture du leader, et la posture du leader, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est écrit dans l'article 5 de la Constitution. Le président de la République, l'article 5 de la Constitution, 4 octobre 1958. Le président de la République est un arbitre au-dessus des partis. Et ce qu'on a à déplorer, dans tout ce qu'on a à déplorer de ce quinquennat qui est passé, dans le style du président de la République, c'est qu'il n'a pas réussi à épouser les exigences de l'article 5 de la Constitution. Être un arbitre au-dessus des partis. À telle enseigne que François Hollande, au micro de Yann Barthès, dit, quand Yann Barthès lui pose la question, est-ce que Emmanuel Macron est le président des riches? Il répond, c'est le président des très riches. Yann Barthès, tétanisé, et François Hollande de lui répondre, je vous ai donné ma réponse. Donc, ça veut dire que si un ancien président de la République qualifie un de ses anciens ministres comme étant un président des très riches, ça veut dire que c'est un président de la République qui a choisi son camp. On se souvient de l'expression des premiers de cordée. Les premiers de cordée, s'il y a ceux qui sont tout en haut, il y a ceux qui sont rien. Mais chacun a son talent. Et il y avait eu ce fameux livre où on avait dit pour François Hollande, un président de la République ne peut pas parler ainsi. Mais on pourrait en dire autant du président de la République actuelle qui a été élu. Et donc, s'il ne change pas sa posture pour se transformer en leader, eh bien, ce quinquennat risque à nouveau d'être chaotique. J'ai été très frappé, et je repense encore une fois, je le dis, au risque de radoter, au fait qu'on est en train d'anathémiser les Guadeloupéens en raison de leur comportement électoral du deuxième tour. Ce matin, le président de la République était en déplacement à Cergy-Pontoise. Il a reçu des jets de tomates. Vous imaginez De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Chirac se déplacer la première fois à l'occasion d'une réélection, de sa réélection ou d'une élection, recevoir quelques jours après des jets de tomates. Ça veut dire que le président est élu, mais sa légitimité est douteuse. Et c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Parce qu'on a besoin de femmes et d'hommes politiques pour diriger les institutions. Alors, le temps passe trop vite, vraiment. Pierre-Yves Chicot, donc, doit-on s'attendre
à des jours meilleurs? Alors, ou l'inverse? Non, je ne le crois pas. Je ne le dis pas pour faire du catastrophisme, je ne le crois pas. Il y a deux hypothèses. Soit le président de la République fait sa mue, gagne en maturité, épouse les exigences de l'article 55 de la Constitution, change son style de communication, change aussi sa manière d'orienter la vision future de la société française, y compris nous, ou soit on repart pour, je répète encore une fois, un quinquennat douloureux, chaotique. Et je suis très intéressé par la question que vous posez et toutes les questions que vous avez déjà posées, parce que sous la mandature de François Hollande, les dotations des collectivités territoriales et des EPCI ont été réduites à hauteur de 11,5 milliards d'euros. C'est la première fois sous la Ve République qu'on avait vu, sous le mandat de François Hollande, des maires faire une espèce de grève en disant qu'il n'était plus supportable que l'État continue à faire baisser les dotations des collectivités territoriales. Parce que les dotations des collectivités territoriales, qu'est-ce que c'est? C'est financer les associations, y compris les associations d'instruction religieuse qui vont éviter que les enfants vont aller dans la rue parce qu'on va leur apprendre les 10 commandements, tu ne voleras point, tu ne tueras point. C'est les collectivités locales qui vont lancer des marchés publics, la commande publique qui va tirer l'économie vers le haut. Et donc ça veut dire que si vous réduisez les dotations aux collectivités territoriales, vous portez un coût presque fatal à l'économie locale. Et donc ce qui risque de se passer et qui est en prévision, c'est que on a fait le reproche à l'actuel président de la République réélu d'avoir augmenté le déficit budgétaire, mais on a eu cette crise sanitaire. On peut opposer aux gens qui lui font ce reproche de dire qu'il y a eu la crise sanitaire et il a fallu que la puissance publique intervienne dans l'économie pour que l'économie ne s'effondre pas. Donc forcément, on a dépensé de l'argent public. Mais cet argent public, il n'est pas inépuisable. Et ce qui risque de se passer, c'est que on va redemander aux collectivités territoriales, communes, départements, régions et aux établissements publics, les intercommunalités, de continuer à participer à la réduction du déficit budgétaire de l'État en leur expliquant qu'il va falloir qu'on vous donne moins de dotations. Et moins de dotations, je répète encore une fois, c'est moins de cohésion sociale. Et c'est aussi moins de marchés publics, moins de commandes publiques au service des entreprises locales. Donc ça veut dire qu'on risque de rentrer dans un cycle économique qui ne va pas être vertueux, mais qui va être vicieux et où la pauvreté va continuer à s'accentuer. Un conseil à nos élus locaux pour terminer? Ou franchement, là, c'est une question difficile. J'ai pas de conseil à donner. J'ai pas de conseil à donner. En fait, moi, j'ai une préoccupation parce que, vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de me raser parce que je suis sorti tard de mon cabinet. Et quand je parle de ça, j'en parle pas pour moi, mais parce que je suis aussi universitaire et je pense aux jeunes générations. Si j'avais un conseil à leur donner, ce serait de leur dire « arrêtez la consultocratie ». Et c'est un terme que j'ai trouvé en lisant un article, la consultocratie. C'est ce qu'on a reproché au gouvernement qui systématiquement, j'exagère, qui avait tendance de plus en plus à consulter des cabinets conseils pour décider de la stratégie nationale. Et donc, ça a été un véritable scandale avec l'enquête du Sénat où on s'est rendu compte qu'on avait tendance à remplacer la fonction publique par des cabinets de consultants payés rubis sur ongle plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est que dans ce pays-là, que les gens de Guadeloupe ne sont pas simplement des chairs à voter pour eux. Les gens de Guadeloupe ne sont pas simplement des chairs à voter pour eux. Il y a des talents dans ce pays-là. Et je ne parle pas que de talents de moun ka parle français. Hein. Je parle des talents dans toutes les couches de la société. Il y a de l'expertise dans ce pays-là. Il y a de l'énergie dans ce pays-là. Il y a de la vitalité dans ce pays-là. Reconnaissez qu'il y a des talents, de l'expertise, de l'énergie et de la vitalité dans ce pays-là. Et de considérer que la manière d'envisager notre pays, sans être nombriliste,
sans être xénophobe, sans être ségrégationniste, sans être refermé sur nous-mêmes, c'est de dire qu'en Guadeloupe, nous disposons de toute la ressource humaine qu'il nous faut pour penser le pays. Merci Pierre-Yves Chicot, et c'est vrai que on pourrait continuer des heures à vous poser des questions, puisqu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été posées ce soir. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous regarder régulièrement. Vous pourrez revoir donc cette émission sur le Facebook de Canal 10, sur YouTube. Et puis, j'espère qu'on se reverra dans pas trop longtemps. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, Pierre-Yves Chicot. Excellente soirée à tous.